Alors, cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo réponse à Anos que j'avais dû faire vite vite parce que j'avais le rendez-vous. Donc là, je suis après le rendez-vous, donc j'ai un petit peu plus de temps et ça me permet de détailler, de développer. D'autant plus que en même temps, au moment où j'enregistre cette vidéo, alors j'espère qu'on aura les informations au moment où je publierai cette vidéo, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a un objet stellaire, un objet plutôt interstellaire, un objet qui est en train de faire un voyage interstellaire. Et j'hallucine qu'en France, personne n'en parle. Euh, D'ailleurs, attendez, je crois que je vais. Ouais, je vais le mettre là parce que bon, leur truc c'est un peu à la con. 3i Atlas. Parce que il faut que voilà, vous n'êtes pas prêts. C'est assez hallucinant. Donc je ferai un réact par rapport à ça, peut-être quand j'aurai les informations. Voilà, donc là, il y a des. Donc les journaux anglo-saxons ont commencé à se demander si c'est alien, mais c'est pas abusé en fait. C'est pas du putaclic parce que vous allez voir. Donc là, il y a un mec de la NASA, d'accord. Donc c'est pas le tocard du coin, hein, c'est un chercheur à la NASA. Bon, qui appartient aussi à la communauté, hein, soyons très clairs. Mais en même temps, ils sont surreprésentés dans les chercheurs et compagnie. Et alors attendez, parce que on va mettre le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez choquant dans ces histoires-là. Donc là, ce qui fait que c'est quelque chose qui est quand même qui est assez important, c'est que il y a une déviation statistiquement significative de ce que les calculs prévoiraient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une accélération de ce que pour l'instant qui est appelé une comète, donc qui est censé être un objet, euh, un astre interstellaire naturel, on va dire, mais néanmoins, il y a une accélération non gravitationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une accélération qui ne s'explique pas avec la loi de la gravité. Donc, normalement, hein, si j'enlève les titres que vous voyez bien ici, Atlas shows signs of non-gravitational acceleration. Et là, on est sur NBC, on n'est pas sur Complot News ou je sais pas quoi, d'accord? Il n'y a rien de plus officiel que ça. Mais le truc qui fait que je vais faire la vidéo sur la mathématicienne, vous allez comprendre dans un instant pourquoi, c'est que donc là, on a un truc qui va plus vite que ce que les théories physiques à l'heure actuelle expliquent. Si on suppose que c'est un astre naturel, parce qu'il suffit pas de voir ça pour dire ah ça y est, forcément c'est un truc surnaturel, etc. Non, c'est pas un truc surnaturel. C'est que probablement, possiblement, possiblement, on aurait la preuve d'un engin, d'un espèce de vaisseau spatial en fait. Donc il y aurait peut-être, je dirais avec des guillemets, etc. On va voir les explications, mais il y aurait peut-être, il y aurait peut-être des extraterrestres. Et je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais ça fait quelques années que ça devient quasiment mainstream, aux États-Unis en tout cas, de dire que les UFO, donc les ovnis, ben, peut-être que c'est pas déconnant, qu'il y a des gens très 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 officiels qui commencent à dire que peut-être que en fait le gouvernement américain a été en contact, etc. Voilà. Et donc, vous allez voir, c'est assez lunaire parce que qu'est-ce qu'il va nous dire? Après, il va nous dire que donc il se pose la question, voilà, les Chinois, ils sont en train d'analyser la chose. Alors, je ne maîtrise pas le chinois, et puis les Chinois, ils publient pas trop sur YouTube, donc voilà. Mais le truc qui rend fou dans cette affaire, c'est pas ça. Parce que ça, de toute façon, une fois que. Quand on le saura, on le saura. Voilà, donc là, il parle des chiffres, du fait que normalement, si c'était naturel, il devrait perdre 20% de sa masse, etc. Parce qu'il y a plusieurs trucs, il y a le fait que ça va trop vite, il y a le fait qu'on a une espèce d'halo lumineux, genre en mode Super Saiyan, quand ils ont l'aura autour d'eux pendant qu'ils sont en train de se déplacer. Voilà, il parle d'autres corps célestes qu'ils avaient pu observer, notamment grâce au télescope à Hawaï, etc. Bon, très bien. Voilà, blablabla. Mais alors attendez, je vais vous montrer ce passage, parce que c'est quand même hallucinant. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ah, c'était à la fin, je me rappelais pas que c'était à la fin. Donc ça, voilà, c'est ça. Donc on a une représentante, euh, une scientifique. Donc elle a envoyé une lettre aux administrateurs de la NASA, à l'administrateur de la NASA, Sean Duffy, le 31 octobre. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 4 novembre. Et on n'a pas eu de nouvelles.
Donc eux, ils ont publié le 4 novembre, hein. Donc c'est au même moment. Je suis à peu près au même, je suis pas exactement au même fuseau horaire, mais je suis en Amérique du Sud, donc forcément, je suis assez proche des fuseaux horaires des Ricains. Et donc on est 5 jours après quand même, hein. Oh, certes, il y a eu Halloween, mais faut pas déconner. Mais voilà, le truc qui est choquant, c'est cependant, il a répondu de façon immédiate à un tweet de Kim Kardashian. Sur quelle fucking planète on est? On a des scientifiques qui demandent des informations à la NASA. Le responsable de la NASA, il leur donne pas l'heure pendant 5 jours. Mais quand Kim Kardashian lui demande, il lui répond direct. C'est quand même hallucinant. Donc c'est en mode obfuscation d'informations. Et il dit, il lui a répondu directement. Et donc là, on a un scientifique qui se plaint et dit ouais, ma complainte c'est en termes de priorité. Et il a 100% raison. Comment ça se fait qu'ils répondent rapidement à Kim Kardashian, mais qu'ils ne répondent pas à une lettre du Congrès, ni à une scientifique qui veut savoir les informations. Voilà, donc, donc ça accrédite un petit peu les thèses complotistes de X-Files et compagnie. À Jean Mulder, il avait peut-être raison, hein, on nous cache des choses, parce qu'il faut pas déconner, le mec il est capable de répondre à Kim Kardashian et il répond pas aux scientifiques. Voilà, donc d'où l'intérêt de s'intéresser à ce livre qui s'appelle The Art of Logic, donc l'art de la logique. How to make sense in a world that doesn't. Comment donner du sens. J'en ai marre des gens qui traduisent faire sens. Là, en français, on dit ça n'a aucun sens. C'est le verbe avoir. D'accord? Donc, comment euh, donner du sens, comment avoir du sens dans un monde qu'il n'en a pas. Et oui, là c'est la réalité. On est dans un monde qui n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Cela n'a aucun sens. Dans quel monde le mec de la NASA répond à Kim Kardashian, il répond pas aux scientifiques ni aux gens du Congrès? Ben, dans le monde dans lequel on est. Dans le même monde où on a le président qui remet Premier ministre celui qui avait démissionné. Ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Donc c'est le moment de ne pas se laisser euh, à voir, parce que voilà, le cri de Anos, en fait, quand je dis Anos dit de la merde, c'était pour faire un titre un petit peu accrocheur. J'ai rien contre lui et je comprends tout à fait sa colère et je comprends tout à fait son désarroi et ainsi de suite. Mais justement, c'est pour ça que je dis attention les gens, ne vous laissez pas embarquer par vos émotions. La colère, c'est une émotion. La haine, c'est une émotion. L'amour aussi, c'est une émotion. La joie aussi, et ainsi de suite. Et il y a énormément de raisons objectives d'être en colère, d'être énervé, tout ça, tout ça, tout ça. Mais tout ça, quand les émotions prennent le dessus, on n'est plus au niveau de la raison, donc on n'est plus dans la rationalité. Or, la rationalité, c'est c'est la meilleure chose qu'on a trouvée pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, il faut faire attention lorsqu'on perd la rationalité. Et donc, c'est le moment de donner du sens. C'est aussi le moment de donner la réponse à la question. Quand il dit ouais, tout ce qu'ils font à l'école, et notamment en maths, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Le problème, c'est que ce à quoi ça sert, ça n'est pas montré à l'école. Mais ça sert. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que les choses qui sont enseignées servent à quelque chose, mais malheureusement, euh, les enseignants, déjà, ne le savent pas forcément, ne sont pas formés là-dessus, et ne l'enseignent pas. Voilà. Donc c'est ça le drame. Le drame, c'est que ça conduit les gens à rejeter ces connaissances-là. Or, ces connaissances-là sont les meilleurs outils pour pouvoir appréhender la rationalité. C'est pas les seuls, mais ce sont les meilleurs. C'est ça le truc, ce sont les plus efficaces. Pourquoi est-ce que dans toutes les civilisations, les gens ils font des mathématiques maintenant de la même manière en utilisant les mêmes notations et ainsi de suite? Alors pas forcément la même notation à la virgule près, d'accord, mais le même genre de stratification, de structuration, etc. C'est pas parce que c'est les mathématiques occidentales, d'autant plus que c'est pas vrai. Les mathématiques c'est les mathématiques qu'il faut appeler modernes et pas occidentales. Elles sont la rencontre de toutes les découvertes mathématiques de toutes les contrées de l'humanité en fait. D'accord. C'est en Occident qu'elles se sont le plus, qu'elles ont été le plus façonnées, mais elles sont le fruit des interconnexions avec plein d'autres. Par exemple, pour donner une idée, euh, Leonardo di Pisano, euh, plus connu sous le nom de Fibonacci, Fibonacci, c'est parce que son père travaillait comme marchand avec des Algériens, justement. À l'époque, ça n'existait pas le concept d'Algérien, hein, les gars. Redescendez quand même, hein.
Mais donc, il s'était à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui Alger, qu'il était donc au contact des chiffres arabes et qui donc il a pu voir par le commerce, donc par le concret, leur efficacité et leur supériorité par rapport aux chiffres romains. Et c'est comme ça qu'il a pu apprendre plus rapidement les mathématiques et c'est comme ça qu'il a pu écrire son livre sur le traité du calcul qui s'est propagé après en Europe et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Bref, allez, on est parti. Donc cette conférence, elle a eu lieu il y a maintenant presque 7 ans, le 30 janvier 2019. Donc c'était post-caca 19. Donc je vous annonce, cette vidéo elle va être longue parce que la vidéo originale a fait 50 minutes et je vais vous traduire et donner des explications et ainsi de suite. Mais soyez très patient parce que vous allez enfin avoir des réponses à quoi ça sert concrètement les maths, en dehors des réponses à la con du style à compter la monnaie. Non, ça c'est la pire réponse foireuse jamais proposée. Tous ces trucs-là sont... Parce qu'en fait, là où... Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'erreur de Anos, comme beaucoup de gens, c'est de croire que les maths c'est les chiffres. Non, vous allez voir, là vous avez la preuve que les maths c'est pas les chiffres. Oui, certes, on utilise les chiffres de temps en temps, mais c'est anecdotique en fait. Alors, je vais mettre les sous-titres. Donc, elle dit qu'elle aime les maths, parce que si je mets pas les sous-titres, vous n'avez pas le son, donc forcément, c'est compliqué. Bon, là, elle dit qu'elle aime les maths, donc ça, on peut. Donc, alors, déjà, j'ai un peu abrégé, parce que je connais un petit peu son truc. Enfin, j'ai lu son bouquin aussi. Le premier truc, la première croyance, allez, on va dire limitante, même si c'est pas vraiment le mot, mais la première fausse croyance, voilà. La première idée reçue qu'elle va briser, c'est que souvent les gens ils vont dire oui, les maths, savoir à quoi ça sert, il faut regarder les maths appliquées. En fait, non, pas du tout. Ce qui sert aux gens, évidemment, les gens qui font des maths appliquées, qui travaillent dans des entreprises, dans des industries, etc., ça va leur servir. Évidemment, un ingénieur, ça va lui servir ce qu'il a appris en maths appliquées. Mais la plupart des gens ne sont pas des ingénieurs, d'accord. Donc la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de savoir résoudre une équation différentielle, par exemple. Bon. Par contre, ce qui va servir dans la vie des gens, en fait, enfin, ce qui peut servir dans la vie des gens, euh, ce qui pourrait servir dans la vie des gens, si simplement ils faisaient un petit décalage, ce sont les mathématiques abstraites. Et oui, c'est ça le paradoxe. C'est que les mathématiques abstraites, qui disent oh mais c'est trop abstrait, c'est pas attaché à du concret. Si je reprends les propos de Hanos, ben justement Hanos, c'est justement là. C'est les concepts abstraits qui sont les plus applicables au monde concret et dans la vie de tous les jours. Voilà, donc là, dans des exemples de, par exemple, les gens qui vont te dire mange des brocolis, c'est bon pour la santé, ça va être utile, etc. Et donc, elle dit les maths, c'est utile, mais pas la façon dont les gens y pensent. Et donc elle dit c'est utile parce que c'est alors illuminating, on ne pourrait pas le traduire par illuminant en français, ça n'a pas vraiment de sens. Éblouissant non plus parce qu'éblouir c'est par quelque chose d'externe, alors que là illuminant ça veut dire que ça vient de l'intérieur, ça, ça illumine l'esprit, on peut le dire comme ça. Oui, mais je sais pas si l'adverbe illuminant existe. Voilà, donc ça aide à penser de façon plus claire. Moi, je dirais que ça aide. Oui, c'est ça, ça aide à clarifier, ça aide à débroussailler, à enlever les détails. Ça aide à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du détail et ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Ce qui est l'essence versus l'apparence. Ça enlève l'apparence pour se concentrer sur l'essence. Et donc elle dit ce serait bien s'il y avait plus de gens dans le monde qui pouvaient penser plus clairement. Par exemple, l'autre compte de la NASA, s'ils pouvaient penser plus clairement que non seulement c'est prioritaire de donner des réponses aux scientifiques, ensuite en deuxième priorité aux législateurs, et enfin seulement en troisième position de répondre à Kim Kardashian. Non seulement pour la logique interne, mais aussi pour la logique externe en termes de communication, d'image qui est propagée par les médias dans le public, etc. Parce que, je veux dire, son move, il a fait que renforcer les théories complotistes, la méfiance et ainsi de suite. Donc c'est catastrophique. Il a manqué absolument de clarté. Ce qui montre bien que c'est pas parce que c'est un scientifique que forcément il pense clairement. Et c'est ça le propos. Et c'est ça le propos aussi de l'auteur de ce livre, c'est de dire, et de cette vidéo, c'est de dire qu'en fait, justement, il n'y a pas besoin d'être un super scientifique pour appliquer la logique. Il suffit simplement de se dire, et je reviens à ce que je dis toujours, par défaut, on est tout le temps en mode système 1 de Daniel Kahneman, c'est-à-dire réflexe.
pour raisonner de façon logique, il faut se mettre en système 2. Donc ça veut dire que c'est une action qui doit être faite consciemment et pas inconsciemment. Et c'est aussi pour ça que je faisais le préambule par rapport aux émotions, parce que justement, quand on est submergé par les émotions, on est encore plus renforcé pour avoir des réponses réflexes, donc en mode système 1. Et donc, du coup, on est dans une configuration qui est catastrophique, où c'est impossible, en fait, d'utiliser le système 2 et donc d'avoir une attitude logique. En fait, les économistes se sont trompés sur l'humain quand ils pensaient qu'il y avait l'agent economicus slash agent rationnel, parce qu'en fait, non, nous ne sommes pas rationnels, nous sommes émotionnels avant tout. Mais lorsque nous arrivons à mettre en pause nos émotions, nous pouvons devenir rationnels. Donc en fait, la rationalité humaine s'acquiert et s'exprime uniquement lorsque on en fait un choix conscient. Voilà, j'espère que tout ça vous permet de mieux clarifier votre pensée, et on avance. Voilà, donc elle a trouvé que il y avait un besoin pressant d'expliquer, de justifier l'intérêt de l'accès à la logique. Donc elle parlait parce qu'il y a plein de fausses nouvelles, des faux arguments, etc. Et que les gens, du coup, après, ils s'excitent et ils se gueulent dessus les uns les autres. Enfin, on est pleinement là-dedans. Et du coup, il y a des victimes, des gens qui se font exploiter, bigoterie, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des préjugés, attention, préjudice, c'est pas préjudice, c'est le préjugé, hein, c'est un faux ami, des blâmes, des cris, et une attention qui se réduit, une capacité d'attention qui se réduit. Et ça, évidemment, c'est problématique, parce que pour agir logiquement, pour penser logiquement, il faut penser en profondeur, et donc, du coup, il faut être focus, comme on dit, il faut être concentré. Et donc, elle a toujours pensé que c'était intéressant de penser à toutes les choses auxquelles elle est bonne. Et les choses qu'elle sait faire. Et la meilleure chose qu'elle pourrait faire pour aider le monde. Et donc, elle a réalisé que dans le climat sociopolitique actuel, donc je rappelle, on est pré-CACA 19, hein, mais pré-CACA 19, on est post-gilet jaune quand même. Hein. Donc, pré-CACA 19, la situation était quand même bien tendue en France en particulier, dans le monde en général. Et donc là, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que les mathématiques pures peuvent avoir à faire là-dedans? Et donc elle a pensé que eh bien, ce que je pourrais faire avec ça, c'est aider euh, tout le monde à gagner en clarté. Sur l'analyse des arguments, parce que ça aussi, la logique, euh, qui est une branche des mathématiques, qui est utilisée d'ailleurs pour la philosophie également, et pour d'autres disciplines, l'informatique notamment, mais la linguistique, bref, plein d'autres disciplines, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens y pensent, ce n'est pas l'étude de la vérité, c'est l'étude de la validité des raisonnements. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un raisonnement valide, mais dire quelque chose qui est faux. Parce que, par exemple, on s'est basé sur des prémices, c'est-à-dire des hypothèses qui étaient fausses. Et si on a les hypothèses qui sont fausses, c'est comme si vous voulez, vous faites une recette de cuisine, si on vous donne les mauvais ingrédients, même si vous suivez la recette pour toutes les instructions, les temps de cuisson et compagnie, vous ne pouvez pas obtenir le même résultat si vous n'avez pas les mêmes ingrédients. C'est aussi simple que ça. Et à contrario, on peut dire vrai, mais pas pour les bonnes raisons. Et oui, parce que un raisonnement, c'est pas simplement un mot-clé. C'est pas parce qu'on a dit A parce que B, ben non. Euh, si je dis A parce que B, A peut être vrai, mais B il peut être faux. C'est pas parce que j'ai utilisé le mot parce que magiquement, d'un coup, ça en fait une justification. Et ça, il faut faire très très attention parce qu'il y a des études en psychologie qui ont montré que les gens, malheureusement, parce qu'on est souvent, comme je l'ai dit, par défaut dans le système A, le simple fait de dire parce que, ça augmente vos chances que des gens acceptent votre requête. Par exemple, si vous dites est-ce que je peux passer devant vous parce que en fait ça m'aiderait beaucoup, la personne, alors en France, on est quand même pas mal réticent par rapport à ça, mais disons que en moyenne, statistiquement, quand vous rajoutez le mot-clé parce que, les gens ils vont accepter. Même si la justification n'est pas fondée. Parce que par exemple, si je dis est-ce que je peux passer devant vous parce que ça m'aiderait, bah, en fait, je ne vais pas justifier le fait que ça m'aide. Mais oui, c'est évident, déjà, c'est tautologique. C'est-à-dire que c'est normal que si vous me faites passer, vous me permettez de passer devant vous, bah, ça va m'aider. Ça va m'aider à passer plus vite.
Mais, mais ça ne justifie pas en fait que j'obtienne cet avantage par rapport à vous, en fait. Donc là, elle va montrer des méthodes pour aider à la navigation dans ce monde confusant. Et donc, comment est-ce que vous pouvez donner du sens dans un monde qui n'en a pas? Voilà, donc petit message d'optimiste. Oui, on peut. Yes, we can. Eh ben allez, c'est parti. Et donc, elle dit, vous ne pouvez pas être dans l'éducation si vous n'êtes pas optimiste. Voilà. Donc, c'est aussi pour montrer que malgré la déficience structurelle qu'a dénoncé Anos, et il a raison, il y a quand même des gens qui sont positifs et qui œuvrent sincèrement et honnêtement pour aider leurs prochains. Voilà. Et bah, elle reconnaît que peut-être qu'elle est un peu trop optimiste. Mais bon, vaut mieux être trop optimiste que trop pessimiste. Voilà, et donc c'est ça le point clé le plus important. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce qu'on appelle les maths pures, donc les maths abstraites, elles s'appliquent réellement dans la vie de tous les jours. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, elles s'appliquent plus dans la vie de tous les jours que les maths dites appliquées. En fait, 100% des maths appliquées ne s'appliquent pas dans la vie de tous les jours pour les gens normaux. Je veux dire, si vous êtes ingénieur, industriel, etc., oui, mais si vous êtes une personne normale qui n'est pas en train de faire des trucs d'ingénierie ou je sais pas quoi, les maths appliquées ne vont jamais s'appliquer à vous, en fait. Donc, en fait, tous les gens qui cherchent des applications concrètes avec des chiffres, des machins, bah, c'est pas ça qu'il faut chercher, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit. La plupart du temps, pensez des maths pures comme quelque chose d'abstrait et de distant. Et en fait, et c'est là qui est intéressant, elle va dire, en fait, je vais arguer que, je vais défendre la thèse que les maths pures sont en fait un cadre de travail pour s'accorder sur des choses. C'est Leibniz qui disait voilà, j'arrive d'un jour où les hommes parleront uniquement le langage de la logique, de sorte que toute discussion sera simplement réduite à un calcul de logique qui pourra trancher et dire qui a raison, qui a tort. Alors évidemment, il faut aussi se garder de ces simplifications à outrance, c'est que les maths travaillent cadre, dans un cadre qui est un modèle qui est une idéalisation du réel. Le réel est malheureusement, il a toujours, parce que déjà premièrement, on n'a pas accès à toutes les hypothèses, donc il y a toujours des hypothèses cachées. Donc ben, si on a des hypothèses cachées, comme je l'ai dit tout à l'heure, la logique c'est l'art d'étudier la validité de raisonnement, mais sauf que si on n'a pas les mêmes hypothèses, si on n'a pas les hypothèses qui sont faites pour établir la validité de ce raisonnement, le raisonnement peut être valide, mais il ne va pas produire les résultats qu'il faut, parce qu'il il manque des hypothèses. Ou alors le raisonnement va donner un certain résultat à partir des hypothèses, mais s'il y a des hypothèses qu'on ne connaît pas, ben, on peut être confronté à un résultat qui sera différent. Voilà, et donc, dans les mathématiques en particulier, dans la science en général, mais dans les mathématiques en particulier, effectivement, c'est toujours de la discussion et les gens ils se mettent d'accord pas parce que allez tiens top là on est d'accord, non, c'est parce que il y a une cohérence logique, il y a une validité du raisonnement, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas d'opinion qui peut s'exprimer. On vous dit voilà, on définit la liste des hypothèses de départ et on analyse chacun la validité de tous les connecteurs logiques. Et donc, du coup, quand on arrive à une conclusion, bah, y a unanimité. Mais il n'y a même pas eu de débat, en fait. C'est un peu la connerie quand on dit le débat scientifique, on dirait que c'est comme le débat politique. Déjà, c'est idée contre idée. Non, non, c'est pas idée contre idée. C'est tout le monde s'acharne pour savoir chaque affirmation, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, chaque connecteur, est-ce qu'il est valide ou pas. Voilà, c'est tout. Bon, là, elle dit que bah, par opposition, en philosophie, bah, ils peuvent débattre et en fait, ils peuvent jamais savoir qui a raison ou pas. Mais en maths, c'est très clair puisqu'on a un truc qui est reproductible en fait. D'où l'intérêt d'avoir un langage commun. Pour que
dans tous les pays du monde, ils utilisent les mêmes notations, et puis se refaire les mêmes calculs, les mêmes démonstrations, etc. Et donc, du coup, que tout le monde puisse vérifier. C'est un peu l'origine du fameux open source. Vous savez, en informatique, on parle souvent de l'open source. Tout le monde a accès au code. Ben, c'est ça, les maths. C'est le même état d'esprit. Bitcoin, pourquoi ça marche? Pourquoi il peut y avoir des développeurs Bitcoin de partout sur la planète? Parce que ben, c'est le même code pour tout le monde. Ben, là, c'est pareil. La bonne nouvelle, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'être codeur, tout le monde utilise des mots. Hein. Donc les mots qui sont utilisés par les mathématiciens, ce pas des mots labellisés, etc. C'est juste qu'il faut se mettre d'accord au départ sur les définitions des mots pour savoir ce que ça signifie, mais après, tout le monde peut les utiliser. Voilà, donc c'est ça. Ça implique de se mettre d'accord sur de quoi on parle. Ça implique aussi, effectivement, que les gens soient honnêtes. Parce que ça ne marche pas. Si vous discutez avec des gens malhonnêtes, ben, c'est pas possible. Voilà. Bon, après, en même temps, ça se verra. C'est comme Bitcoin, s'il y a des mineurs qui vont être malhonnêtes, qui veulent trafiquer la blockchain, ben ça se verra et ils seront dégagés du système. Donc traditionnellement, les maths pures sont pensées comme étant quelque chose de distant et d'étranger au monde. C'est un peu le platonicisme. Euh, donc Platon, lui, il imaginait qu'il y avait un monde idéal, une sorte de paradis où il y avait toutes les idées en fait, qui étaient des pures, et donc selon lui, des pures constructions géométriques. Voilà, et donc là, elle dit que après les gens ils pensent aux sciences, que les maths pures sont utilisées par les maths appliquées, que les maths appliquées, bah, elles donnent la science, qu'après la science, elle donne l'ingénierie, la médecine, etc., etc. Donc ça, on voit son schéma. Voilà, et donc là, et c'est pour ça que je trouve que cette vidéo elle est très très bien et son livre, je vous mettrai un lien dans la description pour vous procurer son livre, je ne peux que vous recommander de le lire, ce livre. Et donc là, elle démonte tout de suite l'argument de Hanos, mais qui est un argument ultra répandu. 99% des gens, lorsqu'on leur dit maths, ils pensent chiffres. Donc la plupart des gens, de nombreuses personnes, pensent que les maths, c'est à voir avec les chiffres. Mais en fait, c'est pas vrai. Et elle dit qu'elle n'utilise aucun nombre dans ses recherches parce qu'elle est une théoricienne des catégories. Qui est, bon, après, il faut dire aussi qu'elle est un cas très particulier, parce qu'elle est dans une branche des maths, si vous voulez, c'est la mathématique des mathématiques, c'est-à-dire c'est l'analyse de la validité logique des théories et des connexions entre les différentes théories mathématiques. Donc là, j'avoue que ça remonte dans les sphères très très très... voilà, on est au-delà de la stratosphère, je ne connais pas les noms des ciels, mais on est au-delà du septième ciel des mathématiques. Donc, mais je vous ferai des vidéos sur les catégories parce que, en fait, paradoxalement, plus c'est abstrait, plus c'est facile de l'utiliser concrètement. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Pour l'instant, on va rester sur cette vidéo. Donc voilà, elle dit donc les maths c'est plus que ça, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de teasing, ça va venir. Voilà, donc elle dit que les maths pures, c'est comment penser. Et donc, comment penser affecte bah, le monde humain dans son ensemble. Et ça, c'est une application directe. Et quand vous y pensez, bah oui, quand vous y pensez, bien sûr que c'est tout ce que vous avez, enfin, toute l'expérience que vous faites du monde, c'est de la façon dont vous le pensez. Donc la façon dont vous le modélisez, parce qu'en fait, tout le monde, sans exception, nous n'avons accès qu'à des modèles du réel. Personne ne peut dire qu'il perçoit tout le réel. Et donc son diagramme il est très intéressant parce qu'on voit que boum, pure maths, ça envoie direct sur comment penser et donc comment le monde humain agit. Voilà, et souvent les gens ils posent la question effectivement comment est-ce que vous utilisez vos recherches dans la vie de tous les jours. Et les gens qui font des maths appliquées, effectivement, ils peuvent jamais dire ouais j'étudie des équations différentielles dans la vraie vie. Non, pas du tout.
Donc ils peuvent jamais dire, ils sont obligés toujours de dire, ben non, en fait, j'utilise pas les mathématiques de ma profession dans la vie de tous les jours. Alors que les gens qui font des maths théoriques comme elles peuvent dire, bah oui, en fait, si, j'utilise. Alors, donc voilà son plan qui va être en 5 parties. Donc on va voir les analogies. Bon, ça, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience, mais on va regarder ça un peu plus en détail quand même. On va voir l'interconnexion. Ça, c'est déjà un peu plus flou. Les relations, les pivots, c'est quand on va changer de contexte, et l'intelligence. Ouais, et on va avoir l'intelligence selon sa définition évidemment, parce que c'est un mot valide. Donc elle considère que les maths, on peut l'avoir comme une théorie d'analogie où sans cesse on va dire ça c'est équivalent à ça, c'est la même valeur que ceci et cela. En un sens, une partie de l'algèbre, c'est effectivement ça. Et donc ce qu'on va regarder, c'est les choses qu'il y a en commun dans différentes situations. Donc par exemple, elle dit on va avoir deux pommes, deux bananes, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a en commun. Bah, ce qu'il y a en commun, c'est le nombre 2. Du coup, on peut se débarrasser des pommes et des bananes et raisonner sur le nombre 2. Et voilà, donc on est parti de deux pommes, deux bananes, qui étaient deux catégories différentes, et hop, on est monté en abstraction, on a dit, ben, en fait, c'est deux choses. Donc, au lieu de ça, on aurait pu dire que c'était deux fruits, pour mettre des choses intermédiaires, parce que chose, c'est très 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 abstrait. Fruit, c'est moins abstrait, ça reste quand même concret. Mais on n'a pas précisé, est-ce que c'est des pommes, est-ce que c'est des bananes. En plus, après, pour les pommes et les bananes, etc., on aurait pu voir différentes catégories. Est-ce que c'est des agrumes, est-ce que c'est des fruits à peau, des fruits à coque, ou je ne sais quoi. Voilà, et donc là, ce qu'elle montre, c'est le principe des niveaux intermédiaires pour savoir en fait quel est le niveau d'abstraction qui est approprié pour la situation. Parce qu'en mettant deux fruits, ça me permet d'accéder à toute la gamme, toute la catégorie des fruits, mais par contre, ça ne me permet pas d'accéder à la catégorie des chaises. Alors que si on dit deux choses, ben, c'est plus abstrait que fruits, c'est donc moins précis, mais ça permet d'englober plus. C'est comme des règles, c'est une règle plus générale que la règle précédente. C'est comme si on le prend à une échelle territoriale, on va avoir les règles municipales, les règles départementales, les règles régionales et les règles nationales. Et après les règles continentales et les règles internationales, par exemple. Voilà, et donc là, ce qu'elle dit, c'est très très pertinent, c'est que quand on fait des maths, normalement, si le cours ou l'exercice il est bien structuré, on a précisé en fait à quel niveau on se place, donc on sait en fait à quel niveau d'abstraction on doit monter ou descendre. Dans la vraie vie, c'est que ben, on n'a pas l'énoncé en fait, donc on n'a pas les conditions initiales, donc on ne sait pas en fait à quel niveau on se place. Par contre, dans une discussion entre deux personnes, c'est là où on pourrait définir une sorte de introduction préliminaire. Mettons-nous d'accord sur quel est le niveau d'abstraction sur lequel on va discuter, quel est le niveau sur lequel on va échanger. Et là, bah, ça avancerait. Bon, ça sous-entend aussi quand même qu'il faudrait que les deux intervenants, les deux interlocuteurs, aient la même volonté honnête de discuter de façon honnête, ce qui n'est rarement le cas. Par exemple, je pense à un vendeur et un acheteur. Le vendeur, il va avoir intérêt à présenter les choses de manière à ce que ça l'arrange lui, et l'acheteur, bah, ce sera le réciproque dans l'autre sens. Donc il y a des intérêts contradictoires, évidemment. Ça c'est peut-être l'angle mort de son approche, c'est que bah, elle part du principe que tout le monde cherche la vérité et sur ce plan-là, ce qui est vrai pour des chercheurs en maths, mais ce qui n'est pas vrai malheureusement pour les interactions entre les humains. Mais en revanche, par contre, ça, c'est ce qui pourrait et ce qui devrait être utilisé au niveau de la justice. Parce que justement, le principe de la justice, c'est de chercher la vérité. Et ça me fait penser que ça devrait être
Ça pourrait être, et ça devrait être, une sorte de loi, de règle, qu'il faudrait introduire des logiciens à défaut, à minima, pour établir la validité des raisonnements des avocats, des juristes, des machins, etc. Parce que le droit, par définition, bah, il n'est pas spécialement logique, puisque le droit, c'est simplement des arrêtés qui ont été votés, décidés, etc. Mais ils n'ont pas été analysés sous le prisme de la logique, en fait. Voilà, donc là, elle dit, oui, il y en a qui disent, ouais, j'ai raison, non, t'as tort, et tout, etc. Et là, elle dit, il faudrait poser la question de quel est le sens de ce qu'on raconte. Alors là, elle donne un exemple. Donc souvent, par exemple, au collège, c'est en quatrième en général que ça apparaît, on appelle ça le calcul littéral. Calcul littéral, pourquoi? Parce qu'il utilise des lettres. Et donc il y a plein de gens qui disent, ah ouais, moi les maths ça allait, tant qu'il y avait les chiffres, mais à partir du moment où on a mis les lettres, ça m'a perdu. En fait, il faut comprendre quel est l'objectif. L'objectif, c'est si je veux décrire le processus qu'il y a entre un plus 2 et celui qui est entre 2 plus 3, eh ben, je peux simplement faire le calcul 1 plus 2, je peux faire simplement le calcul 2 plus 3, mais je peux en faire plein, je peux en faire des dizaines, et après je dis c'est bon, t'as pigé, ouais, ok, d'accord, et voilà. Sauf que j'aurais pas démontré de façon générale comment est-ce que ce processus s'identifie. Alors que si je dis, ben voilà, à la place de 1, en fait, qui n'est rien d'autre que un nombre parmi une infinité d'autres, je vais lui donner un nom, et à 2, je vais lui donner un autre nom, et comme ça, je vais pouvoir identifier la structure générale de ce calcul. Alors, moi, ce que je donnerais comme exemple, plutôt que. Parce qu'elle dit oui, parce que quand on est paresseux comme moi, donc parce que c'est souvent un argument qui est donné par les profs de maths, de dire oui, en fait, en maths, il faut être paresseux du poignet, mais pas paresseux du cerveau. D'accord? Alors, moi, je dirais qu'au XXIe siècle, où maintenant, euh, enfin, les mathématiques sont à la fois une science théorique et expérimentale, parce qu'on peut expérimenter avec la machine, avec l'ordinateur, c'est de se dire, grâce à la paramétrisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser des noms à la place des lettres, donc à la place des chiffres, pour monter en abstraction, et bien on peut programmer une machine pour lui demander de résoudre le problème de façon générale. C'est-à-dire que le coût cognitif de l'abstraction permet l'explication à la machine et donc transférer l'exécution, la partie rébarbative de poser l'addition, la retenue, le machin, ça, on s'en fiche. On n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. Il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir l'expliquer à la machine. Et une fois qu'on l'a expliqué à la machine, eh ben on demande à la machine de le faire. Mais d'abord, il faut apprendre quand même à le faire nous-mêmes. C'est comme dans la délégation. Il ne faut jamais déléguer une tâche qu'on n'est pas soi-même capable de faire, sinon on ne peut pas contrôler. Et donc là, après, elle dit qu'on est passé de l'opération d'addition, et après on se dit, ben, on peut aussi faire la même chose pour l'opération de multiplication, qui d'ailleurs, qui peut être vue comme simplement une succession d'additions. Et donc là, maintenant, effectivement, on va monter en abstraction en disant, oui, mais au final, A plus B, c'est une opération entre deux éléments. A fois B, c'est aussi une opération entre deux éléments. Et donc dans ce cas-là, on peut parler d'une opération binaire, binaire parce que c'est entre deux éléments. Et donc c'est là où elle a utilisé blob, on pourrait mettre étoile, peu importe n'importe quel symbole, on pourrait même mettre un R pour dire que c'est A qui est en relation avec B. Et donc ça permet de réfléchir à quelles sont les propriétés qui sont partagées par ces deux opérateurs. Alors la commutativité, c'est quelque chose de très intéressant qui apparaît comme étant naturel alors que ce n'est pas le cas. Exemple, la commutativité, ça veut dire que si je fais 2 plus 3, c'est la même chose que si je fais 3 plus 2. Ça paraît évident, sauf que si l'opération c'est ouvrir le bouchon de la bouteille et que l'opération c'est
verser le contenu de la bouteille, bah, je peux la faire dans un sens, mais je ne peux pas faire dans l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas verser le contenu de la bouteille si je n'ai pas ouvert la bouteille. Donc ces deux opérations ne sont pas commutatives. Puisque je peux faire dans un sens, mais je ne peux pas faire dans l'autre. Donc on voit que la commutativité, ce n'est pas obligatoire. Si je prends les opérations mathématiques de base, par exemple comme la mise à la puissance, 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Par contre, 3 à la puissance 2, ben, ça fait simplement 3 fois 3 et ça fait 9. Donc on voit bien que 2 puissance 3, c'est pas pareil que 3 puissance 2. Ah. Si on prend une calculatrice ici, 2 à la puissance 3, ça fait 8, d'accord. 3 à la puissance 2, ça fait 9, d'accord. Donc on voit deux opérations qui ne sont pas commutatives. Bon, en gros, parce que je trouve qu'elle parle beaucoup. Au final, ce qu'elle dit, c'est qu'on peut regrouper les choses dans des catégories, dans des classes. Alors, des classes d'objets, des classes d'opérateurs, des classes qui nous permettent d'avoir une résonance, une réflexion plutôt, un raisonnement sur la catégorie. Et donc, de faire la distinction entre chaque niveau, en fait. C'est comme, si vous voulez, c'est comme les lois. Il y a les lois européennes qui sont au-dessus des lois nationales et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des hiérarchies et de voir, en fait, quelles sont les spécificités à chaque classe, à chaque domaine. Alors, donc là, elle rentre dans quelque chose de, tout de suite, parce que c'est un reproche que vous pouvez voir sur sa page Amazon, c'est qu'il y a des gens qui lui reprochent de faire de l'idéologie. Alors qu'en fait, ce n'est pas de l'idéologie qu'elle fait, c'est qu'elle met en application dans le monde réel. Et donc, effectivement, c'est pas parfait, c'est pas comme, c'est pas comme les opérations, hein. Les hommes, les hommes et les femmes, les gens ne sont pas des nombres, d'accord. Donc, forcément, il va y avoir des affects et ainsi de suite. Il n'empêche que on peut, effectivement, si on regarde la relation mariage, regardez, mariage entre des gens de sexe différents versus mariage entre des gens de même sexe. C'est deux catégories de la même abstraction euh, supérieure qui est mariage. Après, on pourrait même monter en abstraction et comparer mariage avec concubinage, avec pax, etc., etc. Donc, donc là, la relation intermédiaire qui avait été donnée, c'était de dire que le mariage normal, c'est la mise en relation d'un homme et d'une femme qui n'étaient pas reliés. Et donc elle dit, bah, si on monte en abstraction et qu'on dit que on considère la mise en relation de deux adultes qui n'étaient pas liés, dans ce cas-là, on peut faire rentrer ce truc-là. Après, la discussion, elle se pose sur un autre niveau. C'est est-ce que c'est la définition qu'on peut prendre ou pas, d'accord. C'est un autre sujet. Mais ce qu'elle fait là, à ce moment-là, on peut pas dire que c'est de la propagande ou du wokisme ou je sais pas quoi. Donc elle, quand elle dit n'importe quel deux adultes, ça sous-entend que en fait, ça inclut la possibilité du mariage multiple, parce que précédemment, elle avait précisé non relié. Alors si on monte à ce niveau à n'importe quel deux humains, là, il n'y a plus la distinction de adulte et enfant. Après, si on monte, ça fait deux créatures vivantes. Et après, monter jusqu'à deux créatures. Voilà, donc là, ce qu'elle dit, c'est que au niveau de, si on se place purement au niveau de la logique, c'est la logique des choses, hein, c'est la logique de la remontée en abstraction. Maintenant, c'est pas parce que c'est logique que c'est moral.
c'est autre chose. Voilà, et donc là aussi, c'est pas parce qu'on est d'accord avec un niveau qu'on doit être d'accord avec tous les niveaux. Parce que déjà, de toute façon, euh, même en maths pure, il y a des niveaux de généralisation où soit ça n'est pas possible, soit on perd des propriétés. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si je reprends l'exemple de la multiplication, je vous ai dit la multiplication, en fait, c'est une répétition de addition. Donc en fait, c'est une généralisation de l'addition. Parce qu'à la fin de la journée, si je fais 2 fois 3, ça veut dire simplement que j'ai fait 2 plus 2 plus 2. D'accord? J'ai répété 3 fois le fait d'ajouter. Maintenant, si je fais. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Si je fais 6 à la puissance 2, ça veut dire que je fais 6 fois 6. Donc ça veut dire que je répète. Et donc, je combine, etc. Sauf que la commutativité, je l'ai pour l'addition, je l'ai pour la multiplication, mais je ne l'ai plus pour la mise à la puissance. Donc la mise à la puissance, c'est une généralisation de la multiplication qui est une généralisation de l'addition. L'addition et la multiplication sont commutatives, mais la mise à la puissance n'est pas commutative. Donc j'ai perdu une propriété. Donc c'est pas parce qu'on peut monter en abstraction, déjà c'est pas sûr qu'on puisse monter en abstraction, et de deux, si on le fait, on peut perdre des propriétés. Voilà, donc là, ce qu'elle dit simplement, c'est que, ok, c'est pas automatique, ben justement, hein, mais l'avantage que ça a par rapport à simplement de se gueuler dessus, c'est que ça permet de se mettre d'accord à quel niveau on est de la discussion, en fait, d'avoir des repères pour savoir, en fait, qu'est-ce qui est logique de défendre ou pas dans la discussion. Et ça a le mérite d'être un moyen de, comment dire, c'est pas de temporiser, c'est pas le mot que je conviens, de modérer les débats, de rationaliser les débats, voilà, c'est le mot qui convient. Donc maintenant, on va parler de l'interconnexion. Et donc là, elle dit, mais tout est interconnecté, etc. Bon, et ça c'est vrai en fait, surtout dans les sociétés humaines. Bon, et là, donc elle prêche pour sa paroisse, hein, la théorie des catégories, c'est plus, ça se, comment dire, ça se focalise plus sur la façon dont les choses sont connectées, plus que sur la catégorie des choses, en fait. C'est ça qui est paradoxal le nom de cette théorie, c'est que finalement la théorie des catégories ne s'occupe pas tant que ça de la classification des différentes catégories possibles, mais plus des relations, des connexions qu'il peut y avoir entre les catégories. Donc lorsque vous écrivez par exemple la biographie d'une personne, ce serait assez bizarre, assez étrange de se focaliser uniquement sur son caractère. La plupart du temps, vous allez parler de ses relations familiales, de ses amis, des personnes avec lesquelles elle travaille, et ainsi de suite. Et si vous allez connaître quelqu'un, et donc vous pouvez dire beaucoup de choses à partir de la façon dont les gens interagissent entre eux. Bah, c'est typiquement ce que fait Facebook, et tous les réseaux sociaux en général en fait. Alors, donc là, on a un exemple de diagramme d'interconnexion, c'est le plan du métro londonien, mais ça marcherait avec le plan du métro parisien ou n'importe quel métro. Et c'est très intéressant parce que c'est un plan qui n'est pas du tout géographique, contrairement à ce que on pourrait croire. Puisque ici, ce qui est important, c'est pas de faire la carte sur laquelle on va savoir le nom des rues et compagnie. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le métro parisien, chaque fois que vous sortez du métro, sur le quai de la station, vous avez un vrai plan du quartier, avec le nom des rues, etc. Parce que le plan du métro comme ça, il sert à savoir quelles sont les connexions entre les différentes stations, entre les différentes lignes en fait. Pour savoir comment est-ce que vous pouvez enchaîner
les lignes, mais il ne sert pas à vous repérer géographiquement en fait. Voilà, c'est un diagramme logique et non pas un diagramme géographique. D'ailleurs, ce diagramme logique pourrait être représenté par une matrice. Bon, le truc c'est que là, les gens ils s'arracheraient les cheveux, mais en fait, il y a une isomorphie, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre le graphique du métro londonien et sa matrice qu'on appelle sa matrice d'adjacence. C'est-à-dire que si on numérote toutes les stations, ou éventuellement sinon on pourrait même mettre des étiquettes, peu importe, on peut émettre leur nom. Comme ça, on mettrait en colonne, on mettrait en ligne, ce qui ferait que chaque nom apparaîtrait à la fois sur ligne et à la fois sur les colonnes. Et après, on met 1 s'il y a une connexion, c'est-à-dire si la station elle est connectée avec telle ligne, et 0 sinon. Eh ben, on aurait une matrice qui correspondrait rigoureusement, mathématiquement parlant, au plan du métro. Évidemment, si on faisait ça, il n'y aurait pas grand monde qui pourrait lire le plan du métro. Et oui, donc ce qu'elle dit, c'est que donc dans cette représentation logique et non pas géographique, les stations de métro ne sont pas du tout placées au bon endroit par rapport à la géographie. Et oui, donc ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, quand on est dans le train, ce qui nous intéresse simplement, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on peut prendre telle ou telle connexion pour récupérer telle ou telle ligne. Voilà, donc là, on se focalise sur la connexion conceptuelle et non pas sur la connexion physique. D'ailleurs, tiens, je vais vous donner une analogie avec quelque chose que vous utilisez tous les jours. La façon dont les fichiers de votre ordinateur sont représentés sur votre disque dur, que vous utilisiez, je sais pas moi, Explorateur Windows ou Finder ou la console, peu importe, ça ce sont des représentations symboliques et pas nécessairement des représentations physiques. C'est-à-dire que dans l'architecture de fichiers de votre ordinateur, la façon dont ça va être affiché à l'écran, pour savoir comment c'est structuré, ce n'est pas forcément la façon dont ça va être structuré dans la mémoire physique sur le disque dur. Donc la mémoire physique du disque dur, ce serait la carte géographique, et l'architecture de fichier, ce serait le plan du métro. Donc là, on a un vrai plan physique, géographique, avec justement, là, cette fois, le fleuve, etc., les parcs et compagnie. Voilà, donc là, encore une fois, ce qui est très intéressant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est en fait, ils ont des objectifs différents. Donc en fait, pour le dire mieux que ce qu'elle vient de dire, parce que oui, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais en fonction du contexte. Voilà, c'est que dans certains contextes, c'est plus intéressant d'avoir, quand on est dans le train, c'est plus intéressant d'avoir la version logique. Quand on veut sortir de la station pour aller marcher dans la rue, c'est plus intéressant d'avoir la version géographique. Voilà, donc là, ce qu'elle indique, et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, il y a, les gens à tort, ils disent oui, avec les maths, au moins, c'est tranché, c'est vrai ou c'est faux. Ben non, c'est pas c'est vrai ou c'est faux, c'est que ça dépend du contexte. Et ça induit donc de la flexibilité. La flexibilité mentale d'utiliser, c'est comme un bricoleur, il a sa trousse à outils, il ne va pas utiliser tous les outils à chaque fois qu'il doit bricoler un truc. Il n'a pas le meilleur outil. Il va avoir, pour chaque problème à bricoler, chaque problème à résoudre, il va utiliser l'outil qui correspond. Bah, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que ça induit une flexibilité mentale, d'être capable de changer en fonction de la situation, en fonction du problème. Bon, là, en même temps, elle fait une analogie avec la structure des bâtiments. Et effectivement, par exemple, au Japon, qui est un endroit très sismique, bah, les bâtiments, pour qu'ils résistent, il faut qu'ils soient justement souples. D'accord. Flexibility, ça se traduit par la flexibilité ou la souplesse aussi. Et donc là, c'est pareil, c'est la flexibilité mentale, la capacité à s'adapter à différentes situations.
Et donc elle dit, souvent les gens ils disent ouais c'est la faute de qui? Et dans de nombreuses situations, bah, c'est pas aussi simple de dire qu'il y ait un seul responsable. Alors là on a un diagramme intéressant. Donc on a que Alex se sent pas respecté, donc du coup il ne montre pas d'amour. Sam ne se sent pas aimé, donc elle ne montre pas de respect. Du coup Alex il se sent pas respecté et ainsi de suite et on a un cercle vicieux. Donc on voit qu'il y a des actions et des sentiments, parce que donc les flèches indiquent des relations de nature différente, et du coup comme ce sont des relations de nature différente, on peut se poser la question de quelle est la nature la plus simple à modifier. Et là en l'occurrence c'est plus facile de modifier des actions que de modifier des sentiments. Et donc ouais attention, parce que c'est vrai que j'ai abusé, j'ai dit c'est plus facile de changer les actions, mais en fait ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça peut être les sentiments qui sont plus faciles d'être modifiés. Et oui, donc effectivement, si on a un schéma, si on a une modélisation du cercle vicieux, donc c'est-à-dire qu'on en a pris conscience et qu'on l'a véritablement. Parce que c'est pas seulement prendre conscience, qu'on peut se dire il y a un truc qui cloche, mais si on n'a pas la capacité de le modéliser, on peut pas visualiser pour savoir à quel endroit il faut agir pour améliorer la situation. Voilà. Et donc là c'est intéressant. On a donc la police se sent menacée par les. Elle a repris exactement le même diagramme, mais elle a remplacé les protagonistes par des situations qui sont baquées par les statistiques aux États-Unis, par exemple, parce que les statistiques et je crois que même au Royaume-Uni. Donc elle dit la police se sent menacée par les personnes noires. Du coup, l'action, c'est que la police va agir de façon agressive envers les personnes noires. Les personnes noires vont se sentir menacées par la police. Et donc, du coup, les personnes noires vont agir de façon agressive par rapport à la police, ce qui va donc renforcer le cercle vicieux. Et donc là, justement, tout à l'heure, dans le cas de la relation amoureuse, elle posait la question de quelle est la relation qui est la plus facile à modifier. Là, ici, c'est une question différente qu'elle pose, c'est quel est l'acteur qui a le plus de pouvoir dans la situation? Est-ce que c'est la population, ou plutôt la sous-population, parce que c'est une catégorie de la population, la population des Noirs, des Noirs américains, est-ce qu'ils ont plus de pouvoir ou est-ce que c'est la police qui a plus de pouvoir? Et évidemment, c'est la police qui a plus de pouvoir. Donc, étant donné qu'il doit y avoir un changement dans le cycle pour casser le cycle vicieux, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le plus de pouvoir qui peuvent le changer. Et je dirais même, j'irais plus loin, c'est vrai que c'est ceux qui ont l'autorité centrale. Parce que la police, c'est un groupe centralisé, c'est une population centralisée, alors que la population des Noirs américains, ben, c'est pas une population centralisée. Ce sont des individus. Ils sont identifiés comme tels parce on a choisi une caractéristique pour l'identifier comme tel. Il n'y a pas le syndicat des Noirs américains.
Voilà. J'ai pas traduit tout ce qu'elle a dit parce que je trouve qu'elle faisait trop de blabla et que c'est plus facile de comprendre avec le diagramme. Donc, on va la laisser. Ouais, alors, parce que ce diagramme, elle l'a fait un peu dans le désordre. Donc, injury, c'est les blessures. La sécurité, le personnel de sécurité a utilisé la force. Euh, oh, attendez, est-ce que là, je vois plus rien? Il a refusé de partir. Oui, en fait, elle n'a pas fini. Ah oui, d'accord, j'ai compris ce qu'elle fait en fait. Elle est partie de la fin à la fin, et c'est qu'il y a quelqu'un qui a été blessé. Et en fait, elle fait le. Je sais plus comment on appelle ça, mais elle remonte la chaîne des causes, en fait. Donc elle fait le. Bon, en fait, dans la réalité, de toute façon, c'est souvent comme ça, quand on n'a pas la possibilité de planifier. Parce que là, il y a eu un incident, et c'est plus une sorte de travail d'enquêteur, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les causes qui ont produit cet incident. Donc c'est pour ça qu'on remonte à l'envers, en fait. C'est ça, je ne comprenais pas ce qu'elle racontait, pourquoi ça partait d'en bas. Ça part d'en bas parce que là, ce qui est un fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été blessé. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Parce que d'un côté, le personnel de sécurité a utilisé la force. D'un autre côté, c'est parce que la compagnie aérienne a appelé le personnel de sécurité. Pourquoi est-ce que la compagnie aérienne a appelé la sécurité? Parce que il a refusé de partir. Et si on remonte, pourquoi est-ce qu'il a refusé de partir? Parce qu'il devait aller au travail. Deuxième possibilité, euh, pourquoi est-ce que la compagnie aérienne a appelé la sécurité? Parce que la compagnie aérienne a choisi cette personne. Donc plutôt, pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette personne? Et là, on n'a pas la réponse. Maintenant, la compagnie aérienne a décidé d'éjecter des personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a voulu partir de façon volontaire. Oui, en fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a eu le phénomène de surbooking. Alors, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est plutôt dû aux statistiques. C'est-à-dire que les compagnies aériennes, le prix des billets est très fortement lié à la capacité de l'avion. C'est-à-dire que le coût du carburant de l'avion, les frais du personnel, etc., il s'amortit en fonction du nombre de passagers. C'est-à-dire que ben, moins s'il y a de passagers, plus ça va leur coûter de l'argent, donc plus ils vont faire payer les billets chers. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas les faire payer non plus super cher. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont calculer avec des statistiques le nombre de désistements, parce qu'il y a des gens, ils achètent des billets, et puis après, au final, ils viennent pas. Et du coup, bah, ça fait qu'ils avaient bloqué en disant il n'y a plus de place, et au final, ils ont des invendus. Du coup, ils volent avec. Ça fait, pour le dire simplement, ça fait du gaspillage. Donc pour éviter ce gaspillage, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre plus de tickets que ce qu'il y a de place, et ils se basent sur les statistiques et la probabilité pour calculer que ben en fait, en moyenne, ça compense en fait que les places qu'ils ont vendues en plus, ça correspond à peu près au nombre de places qui vont se désister. Sauf que ce sont des statistiques, ça veut dire que c'est pas à tous les coups. Par exemple, s'il y a 10 places qui sont désistées en moyenne, ben, ça veut pas dire qu'à chaque fois il y aura 10 places. Des fois il y aura, je sais pas moi, 7 places et des fois il y en aura 13 places qui seront désistées. Donc ce qui fait qu'il va y avoir des phénomènes qui vont arriver où il y a des surbookings, c'est-à-dire que il y a deux personnes qui vont arriver le même jour, et forcément, ben, il y en a une qui sera arrivée avant l'autre. Et donc, du coup, celui qui sera arrivé en dernier, eh ben, on lui dira gentiment. Donc, des fois, vous avez. S'il y a des places de libre, des fois, il va être replacé. D'accord? Parce que des fois, ça arrive que ben, les deux personnes qui ont le même ticket, c'est pas un problème parce qu'il reste des places disponibles, donc on va replacer. Mais des fois, en fait, il y a tout le monde qui est venu. Et du coup, quand il y a tout le monde qui est venu et donc toutes les places sont occupées, euh, l'avion, il peut pas. Parce qu'après, il y a aussi des problèmes de sécurité, c'est-à-dire que le poids de l'avion, il est limité. Et donc, du coup, ils vont devoir euh, faire partir les personnes. Et donc, il peut y avoir cette situation conflictuelle qui apparaît. Voilà. Donc, des fois, s'il y a des gens, ils voyageaient et que c'était pas important, etc., parce que les compagnies aériennes, à ce moment-là, ils vont rembourser le billet et proposer un autre billet, par exemple. Donc, si les gens, ils n'ont pas des raisons
très 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 importantes ou qui sont retraités ou que sais-je, ils peuvent éventuellement volontairement proposer de partir. Et là, c'était pas le cas. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de volontaires? Parce que les gens ils voulaient vraiment être là, parce que la compagnie aérienne a proposé une compensation trop faible. Donc ça, le problème c'est que c'est la compagnie aérienne qui a décidé d'éjecter une personne. Les deux raisons, ça peut être la première, c'est parce qu'il y avait trop de personnes, que le vol était plat. Euh, ou une autre raison, ça pourrait être que l'équipage était demandé à Louisville. Et peut-être que en fait le personnel il était demandé à Louisville, mais parce que c'est une erreur de planification de la part du personnel. Pourquoi est-ce qu'il y avait trop de personnes? Parce qu'il y avait de l'overbooking ou parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui se sont ouais, je vais remettre le texte. Donc oui, voilà, donc on peut se poser la question de à quel niveau on peut résoudre le problème, ou quelle est la flèche, quel niveau pour savoir quelle est la personne, c'est-à-dire à qui on peut attribuer la responsabilité de faire la modification, ou à quel phénomène, à quelle relation on veut changer. Bon, c'est un peu la même chose que l'autre, c'est juste que là, elle l'a pris par le bas. Bon, ça c'est un truc j'allais dire c'est un truc d'américain, mais il y a de plus en plus de Français dans la même situation, et de gens dans le monde entier en fait. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on est gros? Voilà. Voilà, elle a fait une petite blague parce qu'elle dit que elle lit toujours les commentaires pour savoir ce que les gens y pensent, et qu'il y a toujours les gens qui lui disent bah ouais en fait il suffit de moins manger et tu seras moins grosse. C'est pas et en anglais ils disent c'est pas de la physique nucléaire. Enfin nous en français on dirait c'est pas de la physique nucléaire, eux ils disent c'est pas de la science des fusées. Ça s'appelle ça rocket science. Et elle a fait une blague en disant oui mais même la rocket science c'est des maths appliquées. Bon ça sur les gros, désolé, c'est pas de la grossophobie mais je m'en bats les reins en fait. Alors elle a fait un diagramme pour les élections de 2016. Ça c'est intéressant. Puisque rappelez-vous les élections de 2016, tous les merdias ils étaient à fond derrière Clinton. Et ils ont été très 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 déçus que Trump ait gagné. Donc Trump a gagné. Trump a gagné le vote des collèges parce que vous savez, c'est la démocratie américaine, c'est ils élisent des grands électeurs et c'est les grands électeurs de chaque État qui vont après voter. Donc c'est pas un suffrage direct comme en France. Donc les personnes populaires n'ont pas voté ou n'a pas le vote des personnes populaires n'a pas compté. Les votes du troisième parti n'ont pas compté, etc., etc. Bon, bref, c'est le même type de diagramme, donc on va zapper. Vous verrez la vidéo originale. On va avancer pour les nouvelles techniques pour passer au troisième, voilà, pour les relations. Alors, attendez, on va juste un petit peu. Voilà, donc là, on revient sur des choses qui sont plus, entre guillemets, terre à terre, qui sont plus basiques, vous apprenez ça au collège. C'est quels sont les facteurs d'un nombre, c'est-à-dire quels sont les diviseurs de ce nombre. Donc le nombre 30, on peut le diviser par un, on peut le diviser par 2, on peut le diviser par 3, on peut le diviser par 5, par 6, par 10, par 15 et par 30. Voilà, et donc là,
Et justement, pour illustrer ce concept de relation, elle dit que même sur des trucs basiques comme ça, là on a énuméré, mais on aurait pu l'énumérer dans un autre ordre, etc. Et on va essayer de regarder quelle est la relation qu'il y a entre ces nombres. Et donc elle dit, comme analogie, ouais, on peut voir ça comme un arbre généalogique en fait, pour voir quel est quel est l'ordre de relation entre ces nombres. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que ça n'y paraît. Et oui, donc on fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de trait direct entre les grands-parents et les petits-enfants, on fait des grands-parents vers les parents, des parents vers les enfants. Et là, ça va être pareil. Donc on va avoir 30 qui serait le rôle du grand-parent. Il va avoir trois enfants qui sont 6, 10 et 15. Alors pourquoi 6, 10 et 15, ils n'ont pas été choisis au hasard? C'est parce que 30 c'est 6 fois 5, c'est 10 fois 3 et c'est 15 fois 2. C'est-à-dire que 6, 10 et 15, c'est les seuls qui peuvent s'écrire simplement par 2. Ensuite, on va avoir que 6 lui-même, il va se décomposer en 2 et 3. 10, il va se décomposer entre 2 et 5. Et 15, il va se décomposer entre 3 et 5. Et 1, il est dans n'importe quel nombre, parce que n'importe quel nombre peut s'écrire comme lui-même fois 1. Donc là, maintenant, on peut voir dans le sens plus naturel, c'est-à-dire de se dire, bah oui, 1 c'est forcément en bas parce qu'on ne peut pas diviser 1 en autre nombre. C'est le plus petit des diviseurs. Après, 2, 3 et 5, bah, ce sont des nombres qu'on dit premiers, on ne peut pas le diviser autrement que par 1 en fait. Par contre, après, si on renverse les flèches, bah, avec 2 et 3, on peut produire 6. Avec 2 et 5, on peut produire 10. Et avec 3 et 5, on peut produire 15. Donc, quand on pense en termes de nombres premiers, si vous voulez, c'est un peu comme les atomes, comme les briques des nombres. Et donc, celui qui est tout en bas, toujours, c'est 1. Ensuite, le premier niveau, bah, c'est ceux qui sont des nombres premiers, parce que justement, c'est les briques élémentaires. Ensuite, le niveau juste au-dessus, bah, c'est ceux qui sont composés de deux nombres premiers. Et le niveau au-dessus, c'est ceux qui sont composés de trois nombres premiers. Alors, elle a pris des petits nombres pour que le dessin soit relativement rapide. Si on avait pris un nombre composé de trois nombres premiers, bah, on aurait un niveau supplémentaire. Mais on peut facilement mentalement imaginer qu'on aurait, par exemple, deux ou trois séries de nombres comme 30, quoi. Voilà, donc là, c'est une autre notation pour la même chose, mais qui nous permet de voir en fait que au final, les briques de base de 30, c'est 2, 3 et 5. Tout premier niveau, ben, en fait, 2, 3 et 5 n'apparaissent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ce symbole 0 barré, ce qu'on appelle l'ensemble vide. En anglais, empty set. Ensuite, on a chaque brique séparément. Donc 2, 3 et 5. Ensuite, on on utilise les deux premières briques, on utilise la première et la dernière, sachant que les briques ne sont pas hiérarchisées en fait. 2, 3 et 5, ça a été mis dans ce sens-là, ça aurait pu mettre dans l'autre sens, on aurait pu mettre 5, 3, 2, ou on aurait pu mettre 3, 2, 5, ou 3, 5, 2. Il n'y a pas d'ordre dans ces cas-là, puisque l'ordre il se lie à la verticale, il ne se lie pas à l'horizontale. Mais comme on a tendance à écrire de gauche à droite, bon, bah, on a conservé l'ordre croissant juste pour, entre guillemets, par plaisir ou par confort visuel. Mais là, il n'y a pas de. C'est une convention, c'est pas de la logique. Logiquement, ce serait tout à fait équivalent si on déplaçait les objets horizontalement. Voilà. Et donc on voit que donc, le deuxième niveau, c'est 2, 3, 2, 5, 3, 5. Et le troisième niveau, c'est 2, 3, 5. Et là, déjà, ce qu'on a fait là, c'est que on s'est débarrassé du fait qu'il y avait 6, 10, 15, non, non, et même 30. On s'est focalisé uniquement sur les briques élémentaires. Les trois seuls symboles, finalement, si vous regardez. Si on parle des nombres, hein, parce que si on parle des accolades, on a introduit effectivement les accolades, mais si on parle des nombres,
donc les symboles fondamentaux, ici, on n'en a que 3. Alors que précédemment, enfin 4 si on compte l'ensemble vide. Mais disons que l'ensemble vide, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble vide. D'ailleurs, l'ensemble vide, il y a une autre notation, c'est de mettre simplement les accolades, de rien mettre à l'intérieur pour dire que accolade, ça veut dire ensemble, et si on met rien à l'intérieur, c'est l'ensemble vide. Donc si on note avec l'accolade, avec le vide à l'intérieur, on a utilisé effectivement que 3 symboles. Et donc, là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que le niveau d'abstraction supplémentaire, c'est que pourquoi se préoccuper particulièrement de 2, 3 et 5, c'est pas des nombres magiques, ils n'ont rien de spéciaux, à part le fait qu'ils soient premiers, mais les nombres premiers, on sait que, et on peut le démontrer, qu'il y en a une infinité. Donc, on pourrait les labelliser A, B et C, et c'est ce qu'elle va faire. Mais ce n'est pas tout, parce que là, vous vous dites, ouais, mais c'est encore des trucs techniques. On va voir que ça va s'appliquer au monde réel. Puisque on voit que c'est simplement le fait de dire le niveau 0, c'est ils apparaissent pas. Le niveau 1, c'est simplement, ben, on en a 3, donc on les liste, A, B et C. Le niveau 2, ben, c'est on regarde les différents couples qu'on peut avoir qui en utilisent que 2. Et le dernier niveau, c'est ben, on les a utilisés tous les 3. Voilà, donc c'est exactement le même diagramme parce que 42 en fait il est décomposable par 3 nombres premiers. Et c'est là qu'on vient noter quelque chose d'intéressant sur ce cas particulier, c'est pour ça qu'elle a choisi celui-ci, c'est qu'on peut remarquer parce que si on fait la hiérarchie de le niveau 0 c'est ce qui est en bas, le niveau 1 c'est celui où il n'y a qu'un seul facteur premier, le niveau 2 c'est celui où il y en a 2 et le niveau 3 c'est celui où il y en a 3, on peut remarquer que 6 il est au niveau 3 alors que, enfin plutôt on va appeler niveau 2 puisqu'on va dire que niveau 0, niveau 1, niveau 2, 6 il est au niveau 2 alors que 7 il est au niveau 1. Ce qui veut dire que si on utilise ce critère hiérarchique pour ordonner, d'accord, le critère de nombre de facteurs premiers, eh bien 6 est un niveau supérieur à 7. Donc, selon cette règle de hiérarchie, donc de position, 6 est plus grand que 7. Donc, vous voyez que on peut avoir comme ça, et ça, on pourrait l'identifier par exemple dans la vie de tous les jours, en imaginant qu'on peut avoir un supérieur hiérarchique qui soit plus jeune que soi. Simplement, il est plus jeune si on le compare. Donc si on le compare par rapport à l'âge, il sera inférieur à vous, mais si on le compare par rapport à la hiérarchie professionnelle, il sera supérieur à vous. Donc ça permet de voir que des ordres hiérarchiques, il peut y en avoir de différentes catégories. Au passage, ça permet de voir également que les nombres en tant que tels, bah, ils n'ont pas spécialement plus de valeur que des lettres, de la même manière que des lettres, selon les mots qui les utilisent, vont avoir des sens différents. Mais là, c'est pareil pour les chiffres. Les chiffres, selon la règle qu'on est en train d'étudier, ils vont avoir des significations différentes. Voilà, donc c'est là encore une fois où les gens vont l'accuser de faire du walking, mais en fait non, c'est pas du walking, c'est simplement une modélisation du réel. Le fait qu'il y ait des privilèges en fonction des différentes catégories auxquelles on appartient. Alors peut-être que le mot privilège peut paraître fort, on va dire peut-être que c'est ça finalement, je pense, le cœur du débat, c'est qu'au lieu de parler de privilège, il faudrait peut-être parler d'avantage. Je pense que avantage, c'est un mot qui serait moins fort, parce que privilège, c'est un mot qui est vraiment très très connoté. Et donc, elle met les trois types d'avantages qui sont le fait d'être riche, le fait d'être blanc, le fait d'être un homme.
Et du coup, elle fait les gens qui ont un avantage, deux avantages. Voilà, donc pareil qu'elle est partie du haut vers le bas, mais en fait on pourrait partir du bas, c'est ceux qui ont aucun avantage, c'est-à-dire ceux qui sont non riches, non blancs et qui sont pas des hommes, donc a priori donc des femmes euh, qui sont pas blanches et qui sont pas riches. Et donc ça c'est pour les arguments justement, c'est la fameuse intersectionnalité, d'accord. C'est-à-dire que par exemple une personne riche blanche et une femme blanche riche, par exemple au hasard, je sais pas moi, la femme de Bernard Arnault, elle ne pourra pas se plaindre de sa catégorie, de sa condition de femme face à un éboueur qui serait, même qui serait blanc en fait. Parce qu'un éboueur blanc face à la femme de Bernard Arnault, ben, c'est lui qui est dominé socialement par la femme de Bernard Arnault. Et je dirais même que même un PDG du CAC 40, par rapport à la femme de Bernard Arnault, il pèse que dalle, en fait. Voilà, donc là, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'effectivement, souvent, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais euh, regardez, moi je suis blanc et je suis dans un ghetto, etc. Et les, telle catégorie a trop de choses, etc. Alors qu'elle a dit, en fait, il faut regarder en termes de nombre de. euh, je pense que le mot avantage gagnerait à être utilisé à la place de privilège qui est trop perçu, trop connoté. Et je pense que c'est ça qui crée, enfin qui ajoute en tout cas de la tension entre les gens et qui les empêche donc de raisonner de façon intelligente. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est comme les gens qui disent ouais, mais regardez, il y a des noirs riches, donc le fait d'être noir, c'est pas un handicap, c'est pas un inconvénient, etc. Ouais, donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'on était parti donc du diagramme à la base pardon, sur les nombres, et après, elle a introduit des objets qui sont un peu plus concrets et qui demandent un peu plus de subtilité pour la définition, parce qu'effectivement, entre riche, blanc et masculin, ils ne confèrent pas le même avantage en fait. Le poids de l'argent est quand même significativement, je pense, supérieur à celui de la couleur ou du genre. Donc elle dit que oui, une femme euh, noire riche, donc selon la théorie, elle aurait deux inconvénients, hein, d'être femme, d'être noire, ou plutôt d'être, de ne pas être un homme, de ne pas être blanc. Mais avec l'argent, ce serait mieux que quelqu'un qui aurait les deux autres. C'est-à-dire quelqu'un qui serait blanc et homme, mais pas riche du coup, donc pauvre, bah, il s'en sortirait moins bien dans la vie que quelqu'un qui est riche et non homme et non blanc. Donc elle prend des exemples extrêmes comme Michelle Obama et Oprah Winfrey. Donc là, du coup, comme elle introduit cette hiérarchie entre niveaux, du coup, c'est plus un cube parce que on n'a plus le même, on n'a plus le même niveau en fait. C'est-à-dire qu'il y a riche qui vient en premier, et après il y a celui qui a, dans ceux qui ont les deux qui ont riche, il y a riche et mal, riche et normal. C'est-à-dire que pour white male, il a deux avantages et un seul inconvénient, et pourtant il est en dessous
de celui qui a que l'avantage d'être riche. Parce que l'avantage d'être riche est sensiblement supérieur. Après, c'est là où la difficulté de l'application, c'est qu'il faudrait essayer de trouver un moyen de le quantifier. C'est là qu'on voit aussi que, à partir d'un modèle entre guillemets pur, ben, on est obligé de faire des ajustements, et c'est là justement que ben, on pourrait se dire il faudrait essayer de trouver une modélisation qui soit un peu plus raffinée pour améliorer, etc. Mais c'est quand même mieux d'avoir ça que de rien avoir du tout et de simplement de dire ouais mais toi t'as ci, toi t'as ça, sans avoir de support pour raisonner en fait. Donc là elle explique pourquoi en fait il y a beaucoup d'hommes blancs qui sont très énervés contre cette théorie des privilèges parce que selon la théorie des privilèges, donc ils auraient deux privilèges sur trois, et pourtant, comme on vient de le voir, ils restent quand même bien en dessous d'une bonne partie de, de la population. Donc là, si on fait trois, ces trois schémas, on voit qu'ils ils ont les mêmes positions, qui seraient entre guillemets interchangeables. Donc là, elle identifie qu'il y ait trois types de relations de domination ou de hiérarchie. Homme sur femme, blanc sur noir, riche sur pauvre. Alors attendez, je vais remettre parce qu'il y a des trucs un petit peu subtils qui ont été dits. Bon, ça on était d'accord. Puisque on a. Donc c'est celui qui est le plus à droite. M, il est au-dessus de non M. W, il est au-dessus de non W. Et R, il est au-dessus de non R. Donc la relation de homme vers femme, ce n'est pas analogue à. Ah oui, d'accord. Ce qu'elle veut dire, c'est que. Non, je suis pas sûr de comprendre ce qu'elle veut dire en fait. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'elle veut dire, du fait qu'on est. Ah ben oui, mais je me suis embrouillé tout seul. En fait, ce qu'elle dit simplement ici. Je sais pas pourquoi elle a fait tout un speech, elle m'a embrouillé avec son speech. En fait, ce qu'elle dit simplement, c'est que tout à l'heure, elle les a mis à côté les trois relations parce que la flèche, elle allait dans le même sens en fait. Parce que bah, la flèche de R, elle va vers l'ensemble vide, la flèche de W, elle va vers l'ensemble vide, la flèche de M, elle va vers l'ensemble vide. Bon, là, male vers female, c'est-à-dire de male, donc de M vers l'ensemble vide, alors qu'il n'y a pas de flèche qui part dans l'autre sens en fait. C'est tout.
Oui, donc là, elle regarde si mais c'est là qu'elle aurait dû rajouter dans son graphique, puisque là, du coup, c'est pas clair. Donc, ce qu'elle a dit en gros, c'est que maintenant, si on s'intéresse à la force physique, le critère, l'avantage mâle est dominant par rapport à l'avantage non mâle, donc femelle, quoi. Et donc, ce qui fait que dans ce cas-là, même le pauvre blanc homme sera quand même supérieur physiquement au niveau de la force que la riche femme blanche, ou même la riche femme non blanche. Voilà, c'est ça le truc qu'elle voulait dire ici. Bon, alors là, là, elle m'a un peu saoulé, pour être très honnête avec vous, parce que ça rentre. Parce que là, c'est là que justement on voit les limites de son modèle, comme quoi il faut toujours être critique vis-à-vis des gens, parce qu'il y a toujours une partie que l'on trouve intéressante, ou qu'on trouve irréprochable, et il y a toujours des parties qui sont reprochables, c'est-à-dire que on peut dire là, je comprends maintenant pourquoi les gens ils font la critique. J'avais oublié, mais là, effectivement, je comprends pourquoi les gens ils ont interprété ça comme du walk-in, parce que c'est un peu le cas. En fait, ça ne serait pas le cas si elle avait pris la peine de quantifier ce qu'elle disait. C'est un peu ce que tout à l'heure quand j'ai bugué par rapport à son truc, parce qu'en gros, ce qu'elle disait, c'est que euh, le niveau de domination homme versus sur femme était supérieur que le niveau de. C'est-à-dire qu'en en fait, en gros, je pense, si je comprends bien son truc, mais là, c'est là où il faudrait faire intervenir des chiffres, parce que là, c'est plus de la logique, c'était la statistique. C'est de dire que ça arrive plus souvent que la domination, que les hommes sont en position dominante par rapport aux femmes, que l'inverse. Donc c'est pour ça qu'elle disait on ne peut pas faire une relation symétrisable, parce que c'est pas une relation symétrique. Oui, mais sauf que ça, elle peut pas juste le dire comme ça, dans une périphrase, comme ça, en vrac, parce que sinon ça fait l'impression qu'elle définit des règles, et puis après, ah ben tiens, on va changer les règles parce que ça m'arrange. Non, en fait, c'est basé sur, là, cette fois, sur un autre type de raisonnement, le raisonnement statistique. Donc là, il faut des données. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, les maths abstraites, c'est ce qui est applicable dans la vie de tous les jours, etc. Je suis d'accord. Mais après, à un moment donné, quand même, quand on est face au réel, il faut faire intervenir les statistiques. En fait, les statistiques, si vous voulez, c'est ça qui est mal compris. C'est que techniquement, oui, à la base, c'est une des branches des maths, mais il n'empêche que c'est euh, ben, si vous voulez, il y a deux types de statistiques. Il y a la statistique qu'on appelle mathématique, où là, c'est pareil que les autres maths, on est sur des objets abstraits, etc., blablabla. Mais sauf que celle qui nous intéresse, celle qui est quand même utile, elle, dans la vraie vie, c'est les seules maths appliquées qui sont vraiment utiles dans la vraie vie, c'est les statistiques. Parce que là, on a besoin de chiffres, de proportions pour pouvoir prendre des décisions. La bonne nouvelle, c'est que bah, les chiffres et les proportions, ça ne demande pas plus que de savoir faire des opérations de base comme calculer des fractions au final. Mais en l'absence de chiffres, bah là, c'est des choix qui sont un petit peu arbitraires. Oh, j'abuse quand je dis, hein, on n'a pas besoin de faire plus que des fractions. Je parle pour les calculs à la main, parce qu'après, évidemment, on va utiliser des logiciels pour faire les tests statistiques et ce genre de choses. Mais moralement, il faut juste comprendre comment ça marche pour faire des divisions. Mais n'empêche qu'il faut des chiffres là, parce qu'on peut pas dire, on peut pas décréter ça c'est au-dessus. Ouais, sur la base de quoi? Sur la base de l'institut du doigt mouillé. Donc là, c'est là où elle déconne. C'est là où elle déconne. Ouais. J'avais pas suffisamment prêté attention à ce passage-là. Mais non, non, là c'est sérieusement déconné. Là, Eugénia, t'as merdé là. Ah. Voilà, donc on va zapper cette partie-là qui m'a un peu saoulé parce qu'elle n'est pas baquée, même si oui, c'est pas totalement déconnant, on se doute bien que les femmes cisgenres elles sont avantagées par rapport à celles qui ne le sont pas et ainsi de suite, mais là on est trop sur le flou artistique là. Voilà, donc cette partie-là, on va un petit peu la zapper. Alors, oui, voilà, c'est ça. Là c'est intéressant parce que effectivement, bon là aussi, pour être très honnête, faudrait aussi des chiffres, mais ça c'est quand même assez simple à percevoir. Il n'y a qu'à voir les rôles dans les films, au cinéma, etc. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un racisme des blancs vis-à-vis des asiatiques, donc ils sont considérés comme étant supérieurs aux asiatiques, et des asiatiques vis-à-vis des noirs. Et ça, c'est clair dans les films américains ou dans les séries, etc. Les Asiates, ils ont des rôles souvent positifs. Soit c'est des cracks en kung-fu, soit c'est des cracks en informatique, etc.
Alors que bon, bah, les noirs, c'est souvent les voyous, etc. Alors vous me direz, avec tous ceux qui sont du wokisme à la Netflix et compagnie, ils essayent d'inverser. Mais justement, si ça cause un tollé parce que ça c'est artificiellement renversé. Voilà. Mais pareil, on va un petit peu zapper parce que c'est pas super carré. Parce que ça devrait être backé par des stats. Pas juste à des impressions de ouais, on a vu dans Netflix, il y avait ceci, il y avait cela. Voilà. Donc la plus grosse critique de son truc, c'est de dire que si tu veux après appliquer à la vraie vie, là il te faut des données. Tu peux pas juste dire oui, alors regardons abstraitement, non, parce que là on est en train de parler de la vraie vie. Alors pour l'intelligence, donc elle remonte les branches avec le raisonnable, le puissamment logique, le aidant, ouais d'accord. Ouais, je me rappelais plus de la fin parce que je pense que j'ai dû soit m'endormir sur la fin, soit zapper, mais ouais. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là parce que après c'est. Ah oui, la théorie de la stupidité, c'est pas mal. Euh, Alors attendez, on va pousser le truc jusqu'au bout. Ah, il reste plus qu'une case. Non, vous pouvez la effacer. Ah merde. Ah, c'est con. Voilà, là il y est, en complet. Donc on a les quatre cadrans. Donc on a deux axes. L'axe c'est bon pour vous et un axe c'est bon pour les autres. Donc c'est donc de la gauche vers la droite, c'est l'intelligence. Euh, et donc bah, plus on est intelligent et qu'on aide les autres, enfin plus on a de l'intelligence et qu'on aide les autres, plus on est intelligent. Si on n'est pas intelligent mais qu'on aide les autres, bah, on n'a pas de chance. Si on n'est pas intelligent et qu'on n'aide pas les autres, on est stupide. Si on est intelligent et qu'on n'aide pas les autres, on est un bandit. Voilà. Bon bref, c'est tout pour cette vidéo qui est très très longue. J'espère que ça vous aura permis de voir quand même l'intérêt, ne serait-ce que pour modéliser. euh, Mais en fait, je conclurai en disant que c'est ça la vraie science. Après, tout le monde n'est pas scientifique, mais la vraie science, c'est ça. C'est d'une part, il faut faire un modèle qui soit logique, c'est-à-dire essayer d'appréhender les choses de façon logique. Mais après, il faut s'appuyer sur des données, parce que si on n'est que sur la théorie, euh, on n'est pas en raccord avec le réel. Donc, on voit que l'abstraction pure, ça aide à pouvoir penser en termes de catégoriel, en termes de structure, etc. Mais après, il faut revenir au réel. Voilà. Et son défaut, il est très bien, il illustre bien la problématique, c'est que jusqu'à l'invention des ordinateurs, c'est pour ça que les statistiques sont arrivées relativement tard. Hein. Les statistiques, ils ont commencé à se lâcher, c'était au 19e siècle, c'était le siècle de la mesure, ils ont fait plein de calculs. Parce que le défaut, c'est que les gens qui sont que sur les données, et qui prennent pas le pas de recul pour essayer de construire des modèles, parce qu'il y a tout le monde, hein, c'est ça qu'on me dit, ouais, moi je fais avec la data, la data, la data. Non mais calmez-vous, la donnée seule ne permet pas de déterminer la qualité d'un modèle. Les données ont besoin d'un modèle. Et donc ça veut dire qu'il y a besoin qu'il y ait des gens qui pensent de façon abstraite. C'est les deux jambes, d'accord? Si on va que d'un côté, on marche sur une seule jambe. Donc on a besoin, et je dirais que si on doit faire une hiérarchie, le modèle est supérieur à la donnée. Parce que vous avez vu que jusqu'à ce qu'on rentre vraiment dans le dur de ouais, il faut quantifier, etc., on pouvait tout à fait concevoir les choses. Voilà. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, eh ben, vous le dites dans les commentaires, c'est fait pour ça. Pouce vers le haut, abonnement, partage et à très bientôt pour une prochaine vidéo.